Salam alaikum, معكم Faisal Merraoui. C'est la première vidéo en ce qui concerne le cours des relations économiques internationales le 6e semestre. Au niveau de cette vidéo, on va essayer de donner une introduction générale de la matière, ainsi que l'on va présenter et accéder à les faits et les théories traditionnelles du commerce international. Alors, lorsqu'on parle des relations économiques internationales, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? L'objet, c'est d'étudier en principe les fonctionnements et les mécanismes des relations économiques internationales, comment ça marche, quels sont les principaux mécanismes qui gèrent, quels sont les facteurs qui déterminent les échanges internationaux, quel est le système monétaire qui gère l'économie internationale, alors que les études à propos des relations économiques internationales ne devenaient plus ou moins importantes qu'à la période, qu'à la deuxième moitié du 20e siècle. Parce qu'on la deuxième moitié du 20e siècle, شنو هي؟ من 1950 حتى 2000. يعني عاد ولينا نقراو ولينا نعطيو plus d'importance et plus de théoriciens discuter les relations économiques internationales à cause en principe de la mondialisation et l'ouverture et plusieurs facteurs اللي غنهضروا عليهم دابا. Mais أول حاجة خصنا نعرفوا هي أن les relations économiques internationales est un champ, est une discipline carrefour. Et qui dit carrefour, ça veut dire qu'il est multidisciplinaire. Il nécessite à la fois des connaissances en histoire, خاصك تعرف l'histoire ديال البلاد باش تعرف les relations ديالها اللي هما établies مع d'autres pays. خاصنا نعرفوا l'économie. Bien sûr, parce que tu vois l'économie d'un pays qui est caractérisé par la production industrielle et les grandes industries, c'est une raison qui va nous permettre de dire que c'est eux qui vont exporter le bien ou le produit. Ainsi qu'il doit avoir la présence des disciplines, le droit, le canon. Alors que, le canon comment ça régularise, quels sont les fonctionnements, quels sont plus ou moins les articles qui discutent les déterminants des contrats du commerce international, ainsi de suite. Alors que les relations économiques internationales, comme on a dit, il est multidisciplinaire, je vais la noter. Alors les relations économiques internationales est un champ multidisciplinaire, c'est-à-dire les carrefours de la histoire, droit, économie, etc. Ainsi que les relations économiques internationales, ماشي عاد جاو ماشي عاد هضرنا قال لك بلي راه بزاف ديال لي زيتود داروا حتى لا deuxième moitié du 20e siècle, mais les premiers précurseurs des relations économiques internationales et les premières théories des relations économiques internationales banons le 18e siècle. Alors les premières théories du commerce, CIC commerce international, ont caractérisé le 18e et 19e siècle. يعني راه ماشي عاد شي حاجه اللي هي جديده، mais il ne devenait très important qu'après la deuxième moitié du 20e siècle. À cause de quoi? À cause de plusieurs mutations, à cause de plusieurs facteurs, à cause de plusieurs changements. Alors, je nous des changements, je nous des mutations. La première des choses, on peut citer la mondialisation, al-awlama. Et qui dit la mondialisation? Dit bien sûr l'exigence de l'ouverture des pays. Parce que l'ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la présence d'une économie ouverte dans laquelle il y en a une ouverture surtout des marchés de capitaux, par exemple. Parce que quand les marchés de capitaux, en tant qu'agent marocain, par exemple, je peux acquérir une action à London, je peux acquérir une action à Wall Street. Ça veut dire quoi? Il y a une liberté de transmission et de transfert des capitaux entre l'ensemble des pays. Alors, c'est parmi les facteurs qui ont nécessité l'étude des relations économiques internationales, l'étude du commerce international et des échanges internationaux. Alors, le facteur qui a donné une nécessité d'étude des relations économiques après la deuxième moitié du XXe siècle, il y a la mondialisation.
la mondialisation et l'ouverture économique. Alors, l'ouverture économique des marchés de capitaux. Marché de capitaux. Ainsi qu'un deuxième élément clé, un deuxième facteur qui nous a poussé à donner plus d'importance aux relations économiques internationales, c'est le fait de distinguer entre pays développés et pays sous-développés ou pays en développement. Alors que cette distinction nous a donné la distinction des pays riches, les pays du Nord, et les pays pauvres, les pays du Sud. Alors que cette distinction va nous donner l'idée sur les mécanismes des échanges au niveau international, qui les pays du Nord exportent plus de technologies, exportent plus de matériaux technologiques, plus de matériaux informatiques, plus de matériaux dotés en intelligence économique, et les pays du Sud exportent plus ce qui est naturel, agricole et ce qui nécessite seulement de travail qui n'est pas qualifié. Alors que ici, distinction entre pays développés et pays en développement. Ainsi qu'on avait, après la Deuxième Guerre mondiale et vers les années 1970 et 1980, on avait une naissance de ce qu'on appelle les pays ou les nouveaux pays industrialisés. Naissance des nouveaux pays industrialisés. Alors, les nouveaux pays industrialisés, c'est plus principalement la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine. Alors, ces pays qui ils veulent atteindre les pays développés, ils grimpent les échelles, qui comme la Chine, c'est l'exemple le plus populaire et qui a actuellement des problèmes suite à la maladie du coronavirus, alors que ça va perturber la situation de l'économie chinoise. Ainsi qu'on avait un autre élément clé, c'est l'élaboration et l'établissement des blocs régionaux. Établissement des blocs régionaux. Quand l'établissement des blocs régionaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a commencé d'avoir des coopérations entre des pays qui sont proches géographiquement généralement. Comme on trouve maintenant l'Union européenne. L'Union européenne, il naît l'Union européenne. Les autres unions, telles que l'Union africaine, l'Union des pays du Golfe, les pays exportateurs de pétrole, l'ALENA de l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Mexique, le Canada. C'est-à-dire ce sont des coopérations qui ont donné le pouvoir les pays ainsi que la dernière des choses que je vais citer au niveau des facteurs qui ont donné nécessité à étudier les relations économiques internationales, c'est la chute de l'URSS. Chute de l'URSS. Il y a l'Union républicaine soviétique socialiste, l'Ittihad soviétique. La chute ديالهم من بعد الحرب العالمية الثانية ادت ان le système socialiste est perturbé et l'ensemble des pays, sinon la plupart des pays, ont envers le capitalisme et un système capitalisme qui contrôle actuellement le monde entier. Alors tous ces facteurs ont obligé les acteurs à étudier, à donner plus d'importance aux études des relations économiques internationales. Mais pour qu'on puisse comprendre l'actualité, pour qu'on puisse comprendre la situation actuelle des relations économiques internationales dans le 21e siècle, on doit obligatoirement revenir à l'histoire et revenir aux théories du commerce international, les théories qui ont discuté au premier
les relations économiques internationales. Et au niveau de notre plan, qu'est-ce qu'on va connaître? Qu'est-ce qu'on va étudier? La première des choses, c'est qu'on va étudier les théories du commerce international. Alors, plan du cours, premièrement, maintenant, les théories du commerce international. Et on va citer deux sortes de théories. Les théories traditionnelles et des théories qui sont modernes, actuelles. Par la suite, on va présenter les politiques du commerce international. Politique du commerce international. Et on va citer deux principaux politiques, à savoir le protectionnisme et le libre-échangisme. C'est-à-dire quoi le protectionnisme? C'est le cas actuel. On constate qu'il n'y en a pas de libre-échangisme, surtout des personnes, au niveau des pays, suite à un problème, suite à une crise, on peut dire que c'est une crise du coronavirus, qui a donné naissance à l'application de protectionnisme par tous les pays. Ainsi qu'on a l'autre politique qui est le libre-échangisme, c'est l'ouverture des frontières entre les pays. Troisième chose qu'on va étudier au niveau de ces cours, c'est le système monétaire international. Monétaire international. Au niveau de cette partie internationale, au niveau de cette partie, on va présenter comment le système monétaire a évolué au cours de l'histoire. Ça veut dire deux pays qui ont chacune une عملة عندهم واحد devise ديالهم باش يتعاملوا واش بديالي ولا بديالهم. يعني خصنا نعرفوا comment on va s'échanger. Alors par quel moyen, par quelle monnaie on va s'échanger. Et c'est l'objet du système monétaire international qui est passé par trois grandes phases. Et vers la fin, on va déterminer, présenter l'ensemble des institutions internationales. Yani les institutions internationales qui contrôlent le monde entier, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme l'Organisation mondiale du commerce, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et on va déterminer le rôle de chacun ou de chacune de ces institutions. Alors, attaquons en premier lieu les théories du commerce international. Alors, les théories du commerce international, qui m'ont dit là, on a deux sortes de théories. On a les théories traditionnelles. Qui dit traditionnel, le mot traditionnel ne dit pas que ce sont des théories, ça fait périmé, là. Ce sont des théories qui ont été données par des théoriciens, les précurseurs de l'économie, les relations économiques internationales, les bases jusqu'aux nos jours, mais avec des modifications plus ou moins. Et on a aussi des théories qui sont modernes, des théories qui sont traditionnelles, des théories plutôt contemporaines. Des théories, on va trouver deux sortes de théories. Les وحدين غادي يكملوا على الولاء على القدام، غادي بحال كنقولوا يكونوا واحد prolongement، والاخرين يكونوا بحال كنقولوا une rupture, un changement, une mutation totale de ce que les théoriciens de théorie traditionnelle ont dit. Alors commençons par les théories traditionnelles. Théorie traditionnelle. Du commerce international. Alors, ces théories traditionnelles reposent en principe sur l'idée de la spécialisation. Le mot spécialisation, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que chaque pays va se spécialiser dans la production d'un seul produit. Automatiquement, en tant que pays, si je suis un pays, je vais me spécialiser dans la production de produits X, et l'autre pays va se spécialiser dans le produit Y, et on va s'échanger. Et on aura un bénéfice au niveau international. Alors cette idée était une idée critique à ce qu'un courant mercantiliste, le courant mercantiliste en dit. Pour les mercantilistes, à la Ligue de tabac, l'échange ne doit pas être effectué entre les pays. On doit avoir des protectionnismes. Chaque pays doit produire des chili, chaque pays doit garder des chili, vu que pour les mercantilistes, la richesse dépend des métaux précieux. Tant que vous dotez des métaux précieux, tant que vous êtes riche. Alors que la période à l'époque, on a échangeable les métaux précieux, plus principalement l'or. Alors que pour les mercantilistes, lorsque le pays acheteur donne de l'or, il fait sortir de l'or, il va s'appauvrir. Et le pays qui va prendre de l'or, il va s'enrichir. Alors qu'on aura un moins or ici et un plus or ici. Moins plus c'est zéro. Alors pour les mercantilistes, l'échange est un jeu
à somme nulle. Pour eux, il ne faut pas faire l'échange. Alors que c'est une théorie très. Voilà qu'il était critiqué par les classiques. Alors je vais la noter. Pour les mercantilistes, alors, l'échange est un jeu à somme nulle. Ça veut dire quoi, somme nulle? Ça veut dire qu'un payé s'appauvrit, les deux moins or, ou un payé s'enrichit. Un payé s'enrichit. Les deux plus or. Et pour eux, un payé il va un matériel, un bien quelconque, il va s'appauvrir, alors qu'il va avoir la capacité de garder plus d'or. Cependant, les théoriciens classiques les classiques ont donné une idée inverse. Ils vont dire que l'échange est un jeu à somme positive. Comment? On va voir avec Adam Smith et David Ricardo, ainsi que les théoriciens suédois Escher et Holland. Et ce sont les trois principaux théories qu'on va voir au niveau des théories traditionnelles. Alors je vais les présenter sur le tableau. On a trois théories. La première, c'est la théorie des avantages absolus, et la théorie des avantages comparatifs ou la relatif. Ok, il y a la théorie de dotation des facteurs. La théorie de dotation des facteurs. On va l'expliquer. Alors, la première théorie, elle est présentée par Adam Smith, le précurseur de l'économie internationale aussi. Adam, c'est un Anglais, Adam Smith. Adam Anglais, qu'est-ce qu'il va dire? Premièrement, il va dire aux mercantilistes que vous êtes plus ou moins fous. C'est pas bon. On ne peut pas vivre sans échange. Alors qu'il favorise le libéralisme. Sachant que la théorie des fait le XVIIIe siècle, et plus précisément 1776, lorsqu'il a publié son ouvrage Les richesses des nations, les recherches sur les causes et la nature des richesses des nations. Alors, dans son ouvrage, Adam Smith va favoriser l'échange et il va préciser que chaque pays doit se spécialiser dans la production qui coûte moins cher par rapport aux autres pays. Autrement dit, deux pays qui existent dans l'économie, une économie ordinaire, ils vont se comparer, sachant qu'il y en a deux seuls produits. Ils vont se comparer entre eux. Le produit qui coûte moins cher chez un pays doit être produit chez ce pays-là. Et l'autre produit va se produire dans l'autre pays, sachant qu'il coûte moins cher chez eux. Alors que chaque pays va se spécialiser. Et on parle, pour nous donner un prolongement du principe de la division de travail au niveau national, au niveau micro, à une division internationale du travail. C'est la DIT, la division internationale du travail. Alors selon Adam Smith, chaque pays doit se spécialiser dans la production des produits qui coûtent moins cher par rapport aux autres pays. Par rapport
aux autres pays. Alors, ça s'appelle une division internationale du travail. C'est une DIT, division internationale de travail. Cette division pour Adam Smith, il va permettre une richesse au niveau mondial, une richesse au niveau international. Ça veut dire qu'on aura un jeu à sens positif. Ça sera positif pour tout le monde. Alors que l'échange pour Adam Smith, voilà. Alors, l'échange est un jeu à somme positive. Ça veut dire quoi, somme positive? Ça veut dire que tout le monde va gagner. On aura un optimum au niveau mondial. Parce que tout simplement, le produit va se produire là où il coûte moins cher. C'est tout à fait logique. Et là, le produit c'est bien que le produit va coûter moins cher pour tous les autres pays. Parce que le coût d'importation, mais c'est le coût de production d'un produit. On va noter que Adam Smith désigne par coût de production le coût de la main-d'œuvre, le facteur travail. C'est-à-dire qu'il prend en considération, là où David Ricardo il ne prend en considération que le coût du travail. Je vais donner un exemple. On dit de payer 1 au payer 2, on dit le produit X au produit Y, un produit, sachant que avec 80 unités monétaires, chez هذوك يتقام 70 unités monétaires, هنا كيتقام 40 unités monétaires وهذوك يتقام عندهم 60 unités monétaires. Dans ce cas-là, on peut constater clairement que selon la théorie d'Adam Smith, on va avoir une spécialisation au niveau du produit X par le payé 2 et une spécialisation au niveau du produit Y par le payé 1. Et si chacun va produire ce produit-là, il y a un gars. Si il y a une spécialisation, pas de spécialisation. Il y a une spécialisation. Le payé 1 c'est les deux produits, ou le payé 2 c'est les deux produits. Alors que l'oula تكون عندها 120 اللي هي 80 زائد 40 ainsi que le deuxième P2 تكون عندها 70 زائد 100 زائد 60 هي 130 et on aura une production totale ديال 250 plutôt 250 unités monétaires. ولكن avec la spécialisation, qu'est-ce qu'on aura? هذه غادي تسبيسياليزا وتصنع جوج المرات البرودوي Y وهذه تسبيسياليزا وتصنع جوج المرات البرودوي X. Ça veut dire on aura هنايا 40 بجوج اللي هي 80 زائد 70 بجوج اللي هي 140. alors que le total شحال يكون 140 ça va nous donner 220. Et on a bien économisé 30 unités monétaires. C'est-à-dire que cela, c'est bon pour l'ensemble des pays, pour le monde entier. Et c'est pour cette raison, Adam Smith a dit que l'échange est un jeu à sens positif. Mais, Adam Smith a une critique. Il a été critiqué par Ricardo, sinon il a été complété par David Ricardo en dépassant une limite. La limite dialogue, comment on va la présenter? فرض هنايا كانت عندي هنا 30. Et c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que selon Taylor, selon Adam Smith, payer 1, on spécialisé ni produit X, ni produit Y. Alors, la question critique de Adam Smith, comment un pays qui n'a aucun avantage absolu va se spécialiser, sinon il va s'échanger. Comment on va le faire? Et c'est là l'intervention de David Ricardo. Alors, je nous dis comment un pays qui n'a aucun avantage va s'échanger. C'est un crédit qui est tout à fait normal. Je n'ai pas dit
يقول لك باللي هنايا يبدل في هادشي كامل غنخليك chaque pays doit se spécialiser dans la production des produits qui coûtent moins cher ولكن هذه اللي درتها بالكحل غادي تقول لي par rapport à lui-même à l'intérieur du pays. C'est-à-dire on va pas faire une comparaison entre pays ولكن on va faire une comparaison à l'intérieur du pays entre les produits. Ça veut dire en tant que pays vous avez deux produits. Vous devez se spécialiser dans la production des produits qui coûtent moins cher chez vous, tout simplement, et non pas en comparaison avec les autres pays, et non pas en comparaison avec d'autres pays. Alors, qu'on peut avoir une comparaison, une même chose, le principe d'Adam Smith que le principe de David Ricardo, où il dit relatif au comparatif, c'est-à-dire relatif au pays lui-même, comparatif entre le pays lui-même. Alors que le produit qui coûte moins cher chez le pays, il constitue le produit qui coûte un coût un coût comparatif ou un coût d'opportunité. C'est une opportunité de produire plus un produit qui coûte moins cher chez vous que produire un produit qui coûte plus cher. Alors que David Ricardo, chaque pays doit se spécialiser dans la production des produits qui coûtent moins cher par rapport, ou là en interne tout simplement, en interne, par rapport à lui-même, par rapport à lui-même. Je vous rajoute tout simplement, vous ne devez pas faire une comparaison entre l'ensemble des pays. Ainsi que David Ricardo, il a donné un exemple et هو كاين واحد بحال دوكا هذا هنا قال كتلقى مثلا 20 كتلقى le payé 2 va se spécialiser en X, le payé 1 va se spécialiser en Y, vu que la comparaison va être verticale et non pas horizontale. Alors, les deux théoriciens, le problème dialogue, c'est qu'ils n'ont pris en considération que le facteur travail. Mais est-ce qu'il y en a seulement le facteur travail au niveau de la production? On a plusieurs autres facteurs. On a plusieurs facteurs de production. On a la théorie de dotation des facteurs. Alors, des dotations factorielles. La théorie, les deux théoriciens, sinon il y a une complémentarité entre trois théoriciens, qui est Heckscher, qui est Euler, ou qui est Samuelson. هادو deux suédois وهذا امريكان. Heckscher هو الاول جا 1919 en jetant un article qui discute les dotations de facteurs, et en 1931 Euler intervient et Samuelson intervient en 1943, alors que cette théorie s'appelle la théorie HOS. La théorie HOS نسبة لإكشير أولا سامويلسون. وشنو كيقولوا لنا هاد الناس هادو؟ toujours la spécialisation. Chaque pays doit se spécialiser. Et il doit se spécialiser فاش؟ Il doit se spécialiser le produit qui nécessite le facteur de production le plus abondant. Ça veut dire عندك le travail رخيص, le facteur de production رخيص. Alors le facteur de travail رخيص. Automatiquement vous devez se spécialiser tout ce qui nécessite le travail. Tout ce qui est agricole, tout ce qui est artisanal, et les riches qui exigent la main d'œuvre. Cependant, si vous avez de capital, vous devez se spécialiser dans toute industrie, toute grande industrie, les automobiles, les matériaux informatiques, alors que la spécialisation directe dépend du capital que vous dotez. Alors, elle dépend du facteur de production. Alors qu'il y en a un exemple, maintenant le Canada, il dote plus de forêts. Il y a le bois zaïd, la quantité du bois zaïda, automatiquement il va se spécialiser dans tout ce qui est bois, tout ce qui nécessite du bois. Alors il y a un goulot, chaque pays doit se spécialiser dans la production des produits qui nécessitent
qui nécessite le facteur de production le plus abondant. Le plus abondant, يعني المتواجد بوفرة بكثرة. Sachant que les facteurs de production اللي عندنا facteur de production. نقدروا نقولوا كاين الكابيتال le K, كاين le travail اللي كنوطيو le W work وكاين les ressources naturelles يعني شي حاجه اللي معطيه من لا ناتور. Alors que tous ces théoriciens visent la spécialisation, كل واحد la vision ديالو. Alors en comparaison chaque pays avec les autres pays, en ce qui concerne le coût de travail, celui-là fait une comparaison avec les produits du pays lui-même et les théoriciens plus ou moins les شويه جدادين عطاونا une intégration ديال ce qu'on appelle la spécialisation basée sur la dotation des facteurs. Mais ces théoriciens ont été critiqués. Ils ont des critiques. C'est pour cette raison le passage même les théoriciens classiques, les théoriciens de la nouvelle, les nouvelles théories du commerce international va passer par des critiques. Quelles sont les critiques? Alors les critiques, je vais nous noter en quelques lignes. Critique à la limite des théories traditionnelles, à la de ces théories. Alors, le premier critique, c'est que ces individus ne prennent en considération que les échanges interbranches. C'est-à-dire quoi interbranches? C'est-à-dire il y a un pays qui va se spécialiser dans le produit X, l'autre qui va se spécialiser dans le produit Y, ce sont deux branches différentes et on fait l'échange, c'est-à-dire il y a des échanges interbranches. Cependant, actuellement, on peut trouver des grandes industries qui ont des petites filiales partout dans le monde et ils font des échanges. Alors, au niveau de l'automobile, on trouve maintenant واحد لا برونش كتصنع لنا الروايد، وحده كتصاوب لنا كدير لنا الكاروسري، وحده كتقاد لنا مثلا الموتور وكنجمعوا في بلاد اخر. Alors que chaque pays envoie à notre pays ou chaque branche envoie à chaque filiale envoie à l'autre filiale une partie de production et on parle alors des échanges intra-branches, c'est-à-dire dans la même branche. Ignorance des échanges intra-branches. Ainsi qu'on avait une ignorance des firmes multinationales. Actuellement, on constate que ce n'est pas le pays qui se spécialise, mais les firmes multinationales. Lorsque je parle à un produit donné, il y a une firme qui est spécialiste avec le produit et ce n'est pas le pays lui-même. Alors qu'on avait une ignorance multinationale. Firme multinationale. De même, cette ignorance des échanges intra-branches et des firmes multinationales, il est plus ou moins expliqué par l'ignorance des échanges de la division internationale du processus productif, la chaîne des valeurs internationales, la DIPP, ce n'est pas le pays qui va se spécialiser, il n'y a plus de DIT, division internationale de travail, mais on a une division internationale du processus productif. Au niveau مثلا ديال الطيارة les avions كنشوفوا باللي le produit شويه من البرودوي كيتبرودوي في بلاد، كل شويه كيتبرودوي في بلاد وكيتجمعوا في un autre pays. Ainsi qu'ils ont ignoré tout ce qui est technologie, ignorance de la technologie et de l'innovation. Alors c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas pris en considération les technologies parce qu'à l'époque, au niveau du 17e, 19e et 18e siècle, on n'avait pas des technologies assez importantes. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pris en considération les éléments. Et ces critiques-là, on m'a dit les nouvelles théories du commerce international. À ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt et bon courage.